Bonjour à tous, bienvenue sur la Demoiselle au Pivoine, chaîne où l'on parle parfum et littérature. Et aujourd'hui, vous le voyez, on se retrouve enfin pour une vidéo littéraire. Cela faisait très longtemps. Pour commencer, l'année quand même bien entamée, mais pour 2022, j'ai une folle envie de lire énormément de livres. Et je sais très bien que je ne lirai pas tout ce que je vais vous présenter, mais c'était un moyen d'échanger avec vous autour un peu des ouvrages. Donc voilà, on se retrouve pour une petite vidéo pile à lire. J'ai essayé de vous classer ça un peu par thématique, j'espère que ça vous plaira. Et en fait, si je vous les présente, c'est surtout pour avoir vos réactions, commentaires, échanger avec vous dessus. Si vous avez éventuellement des suggestions ou connaître vos avis sur les ouvrages, peut-être pour savoir par lesquels je dois commencer, etc. C'est un peu le but de la vidéo, c'est d'échanger autour de ça. Donc installez-vous bien confortablement, prenez-vous un petit café, un petit thé. Moi, je me suis prévu mon petit rooibos préféré dans ma très jolie tasse Marie des Aristochats que j'adore. Et le rooibos, je vous le présente parce que je vous ai dit ça va être un petit moment un peu chill entre nous. Il s'agit d'un de mes rooibos préférés qui est le rooibos des Vainés du Palais d'été. J'aime énormément, très savoureux. Donc installez-vous et puis on commence tout de suite. Je propose qu'on commence par les ouvrages plutôt tirés de l'imaginaire. Vous allez voir que c'est très influencé notamment par Perceline et puis mon libraire. Voilà. Alors pour commencer, je pense que c'est le prochain ouvrage d'ailleurs que je lirai parce qu'il est assez court et que ça va être très très bien, très facile à lire, ça va être parfait je pense. Il s'agit de La boîte en os d'Antoinette Pesquet, chez Libretto. Pour vous lire la 4e de couverture, voici l'histoire d'un amour fou. L'histoire d'un homme qui tombe amoureux d'un visage, ou plutôt du mystère que celui-ci révèle ou dissimule. Cette boîte en os, dont on rêve ici de forcer la serrure, c'est bien entendu le crâne humain clos sur ses secrets. L'action qui se situe en Écosse rend un vibrant hommage aux plus grands auteurs du roman gothique, Anne Radcliffe en tête. Antoinette Pesquet était en fait une écrivaine dont Guillaume Apollinaire avait décelé et chanté le talent. Un peu une de ces auteurs oubliés par l'histoire littéraire, mais qui me fait très grandement envie. J'ai failli le commencer il y a 2 semaines, et puis je sais plus pourquoi, je suis partie sur autre chose. Mais bon, voilà, pour La boîte en os. Vous voyez, on change un petit peu d'étagère, j'avais envie de vous emmener dans un autre univers aujourd'hui pour cette vidéo livre. Je sais pas, j'avais un petit peu envie de changer et qu'on découvre un autre pan de ma bibliothèque ensemble. D'ailleurs, parmi ceux-ci, je vous conseille celui-ci, qui est très 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 bien, vraiment excellent. Soit je l'avais adoré mais je l'ai lu il y a des années, il faudrait que je le relise. Et alors celui-ci, La grand-mère est une chanson douce d'Eric Orsona. Je l'ai lu, j'avais 8 ans et j'avais adoré, il faut absolument que je le relise également. Voilà, petite parenthèse fermée. Ensuite, toujours sponsorisé, j'ai envie de dire par Perceline, j'ai bien sûr envie de lire L'Apostasie de Vincent Tassi, qui a l'air très particulier, très fantastique, presque gothique je crois. Il est question d'un vampire, d'un amour entre un vampire et une humaine s'il me semble. Il faudrait que cette année je prenne enfin le temps de le découvrir. Pour la 4e de couverture. Antelme croit en la magie des livres qu'il dévore. C'est pour moi ça, dis donc, vous ne trouvez pas? Étudiant désabusé et sans attache, il décide de vivre en ermite et de s'offrir un destin à la mesure de ses rêves. Sur son chemin, il découvre une étrange forêt d'arbres écarlates qu'il ne quitte plus que pour se ravitailler en romant dans la bibliothèque la plus proche. Un jour, au hasard des étagères, il tombe sur un ouvrage qui semble décrire les particularités du lieu où il s'est installé. Il comprend alors que le moment est venu pour lui de percer les secrets de son refuge. Mais alors que le maître de la Sylve rouge, beau comme la mort et avide de sang, l'invite dans son donjon pour lui conter l'ensorcelante légende de la princesse Apostasie, comment différencier le rêve du cauchemar? Je pense qu'entre La boîte en os et Apostasie, on est peut-être un peu dans le même univers, je verrai ça. Mais pareil, il faut absolument que je m'y plonge enfin dedans parce que ça fait tellement longtemps. On va continuer avec les recommandations de Perceline. Le fameux La Sève et le Givre, je crois qu'il y a le 3e ou 4e tome qui est sorti cette année, récemment. Il faudra absolument que je le lise parce que je me souviens quand Perceline avait lu un extrait dans une de ses vidéos, j'avais trouvé ça tellement poétique, ça m'avait subjuguée et je m'étais empressée d'acheter l'ouvrage, un peu comme La boîte en os et Apostasie, et je ne les ai toujours pas lus. Vous voyez, je me désespère moi-même. Alors, La Sève et le Givre. 3 fois les parcs ont parlé. Finstern, roi de la cour de Dorcha, doit mourir.
Seule la belle Angarade peut contrecarrer la mort de Finstern ou la précipiter. Elle ignore son propre destin et le prix à payer pour accomplir sa mission. Dans la funeste partie d'échecs qui s'engage entre la cour d'ombre et de lumière, la Reine Blanche devra trouver sa voie. Voilà, pour La Sève et le Givre. Merlin, 2003. Je pensais que c'était un roman beaucoup plus récent, vous voyez, et qui a quand même au moins 20 ans. Mais pareil, j'ai très très envie de le lire. Celui-ci, ça fait très très longtemps, c'est un des classiques un peu de la fantasy, je crois. Enfin, classique. Oh oui, je pense qu'on peut dire que c'est un classique. Il s'agit d'un livre de Brandon Sanderson. Je n'ai jamais lu de Brandon Sanderson et je me dis que celui-ci, vu que c'est un one-shot, serait parfait pour commencer. Il s'agit d'Elantris. Je ne me souviens plus du tout de ce qui était dit dessus. Je sais qu'il est adoré et que j'ai particulièrement envie de le lire. Il y a 10 ans, la sublime cité d'Elantris, capitale de l'Arélon, a été frappée de malédiction. Ses portes sont désormais closes et nul ne sait ce qui se passe derrière ses murailles. Caë est devenue la première ville du royaume. Quand la princesse Sarène y arrive pour épouser Raoden, l'héritier de la couronne, on lui apprend qu'il vient de mourir. Veuve d'un homme qu'elle n'a jamais connu, Sarène choisit pourtant de rester à la cour et de percer le mystère d'Elantris. J'ai tellement envie de le lire aussi, et c'est une bonne bricasse celui-ci, donc ça sera peut-être pas pour de suite, comme j'ai encore pas mal de difficultés de concentration, mais ça fait au moins 2 ans qu'il est dans ma pile à lire, et il faut absolument que je m'y attelle. J'ai honte, mais si vous saviez comme j'ai honte. Et ça, c'était la littérature fantasy plus adulte. Il y avait une duologie de romans jeunesse qui m'avait bien tentée, C'était Lorraine des mots de l'imaginaire qui en avait parlé. C'est de la fantaisie plutôt orientale. En fait, m'avait beaucoup intriguée quand elle en avait parlé. Enfin, elle disait que c'était un roman jeunesse très agréable à lire. Il s'agit de Rosen, donc j'ai le tome 1 ici, le tome 2 là. J'avais déjà commencé à le lire et vous voyez, j'avais quand même un petit peu attaqué. Et c'est le moment où je suis tombée malade. Donc je l'ai complètement laissé tomber et il va falloir que je m'y remette parce que là, je me souviens plus du tout de ce que j'ai lu. Donc ça n'a pas de sens. Je sais que j'avais bien aimé, que ça... Les premières pages, c'était plutôt bien écrit. C'est pas de la grande littérature, on est bien d'accord, mais ça m'avait semblé sympa, donc il faut que je poursuive Rosen. Rosen Kaplang est une princesse djinn. Une magie ancestrale coule dans ses veines. Pour cette raison, et durant de longues années, ses ancêtres ont souffert de la domination des Dagnir. Depuis, la paix a été rétablie. Une paix au goût amer et incertain. Afin de tirer un trait définitif sur ce douloureux passé, une union entre princesse et prince héritier est envisagée. Mais peut-on se fier à un peuple qui a maintenu le vôtre en esclavage pendant des siècles ? Rosen devra choisir entre la résignation, la fuite ou la rébellion. Voilà, ça a l'air de la bonne fantaisie orientale, je pense. L'aspect djinn et tout m'avait beaucoup tenté. Et ça peut être un peu le moyen de voyager dans d'autres univers. Voilà donc pour cette partie très fantaisie. Vous le voyez, il y a déjà beaucoup d'autres livres, et si vous voyez toute la suite, on n'en a pas fini. Je vous propose qu'on continue avec Poésie-Théâtre, il n'y en a que 3, donc ça ira vite. Côté théâtre, j'ai un livre dans ma pile à lire depuis des années, ça date de mes années prépa. J'avais acheté l'ouvrage, je ne l'ai toujours pas lu depuis. Il serait temps que je m'y mette, sérieusement. Il s'agit du Retour au désert de Bernard-Marie Coltès. En plus, je pense que ça peut se lire très facilement. J'adore les éditions de minuit, je trouve que les ouvrages ont, je sais pas, un petit charme. C'est une maison d'édition, si je me trompe pas, qui date de la Résistance. Ensuite, côté poésie, vous le savez, j'ai une fascination pour la Russie, depuis toujours. Je vous en parle très souvent en vidéo. Et j'ai envie de découvrir les auteurs en fait russes que je n'ai jamais encore lus, honte à moi. J'avais voulu lire le Docteur Zhivago de Pasternak quand j'avais 17 ans, parce que le film est un de mes films préférés depuis. Et bon, je pense que j'étais un petit peu trop jeune, même si j'étais une lectrice très avertie pour lire ce genre d'ouvrage. En plus c'était dans une version poche, écrit tout petit, enfin, ça donnait pas envie. Mais il faut que je m'y mette. Et pareil, j'ai envie de lire Les Frères Karamazov et de Dostoïevski. Bien sûr, Crime et Châtiment, que j'ai très envie de lire, que je vous ai pas mis dans ma pile à lire, mais que j'aurais pu mettre. Bref, mais pour commencer, j'ai envie de mettre un peu de poésie russe. Perseline, pareil, on avait lu un extrait sur sa chaîne, et j'avais trouvé ça tellement beau, très marqué par l'histoire en plus, donc je pense que ça peut énormément me parler. Il s'agit de Requiem, poème sans héros et autres poèmes d'Anna Akhmatova. Voilà. Je crois qu'elle a été censurée en partie sous le régime de l'URSS. Et dans un tout autre registre, c'est un genre de poésie que je ne connais que très vaguement.
mais qui... Le peu que j'en ai lu, en fait, m'a marqué par sa simplicité, qui est en même temps très percutante, très imagée. Et j'aimerais beaucoup découvrir cette culture, en fait, tout simplement. Il s'agit d'une anthologie du poème court japonais, donc les haïkus. Je rêve de découvrir cela, et ça sera l'occasion cette année de m'y plonger. Vous voyez, pour mes romans de poésie, j'aime beaucoup les prendre chez NRF Poésie Gallimard. Je trouve que ils ont un petit charme, je sais pas pourquoi. Il faudrait que je me fasse même peut-être, pourquoi pas, une étagère poésie-théâtre dans ma bibliothèque. Écoutez, vu qu'on a parlé un peu de romans un peu plus classiques, je vous propose qu'on continue justement par les classiques, la littérature plus blanche. Il n'y a pas que des classiques parmi ceux que je vais vous présenter, mais je savais pas trop où les mettre, donc voilà, c'est un peu artificiel. Et l'un des grands classiques de la littérature française que j'ai envie de lire, il s'agit d'une pièce de théâtre, d'ailleurs j'aurais dû le mettre tout à l'heure, je n'y ai pas pensé. En même temps, quand vous allez voir l'ouvrage, vous allez comprendre. C'est une pièce rédigée par Victor Hugo, qui est un de mes auteurs favoris. C'est un peu mon saint triptyque que je vous avais dit, Hugo, Romain Gary et Albert Camus. Voilà. Et chez Hugo, on a tellement de choses à lire qu'il faut une vie entière pour lire tout Hugo, je pense. Le dernier jour d'un condamné est un de mes livres préférés au monde, qui a marqué ma vie. Il faudra que je vous en parle d'ailleurs, que je continue cette playlist. Les livres qui ont marqué ma vie. J'en ai fait une vidéo et j'ai arrêté, mais il faut absolument que je continue ça. Misérable aussi, que je trouve fabuleux, et j'aimerais beaucoup lire Notre-Dame de Paris, enfin. J'adore Ruy Blas également chez Victor Hugo, j'adore ses poèmes. Autre pièce de théâtre que je n'ai jamais lue, il s'agit, dans cette très belle édition, de Lucrèce Borgia. Ça sera l'occasion de creuser un peu le personnage de Lucrèce Borgia, qui a l'air absolument fascinant. Sous la plume d'Hugo, je pense que ça va être quelque chose. Je crois qu'elle est très appréciée, cette pièce en général, par la critique. Je pense que vous savez comme moi que Hugo est malheureusement assez dénigré, je trouve, par rapport au génie qu'il est. C'est quelque chose que j'ai toujours eu un peu du mal à comprendre, mais soit. J'adore le théâtre, j'adore Hugo, j'adore cette plume. Il faut que je le fasse, voilà, ça me plairait. Ça fait quelques mois déjà qu'il trône sur ma table de chevet et que je ne l'ai toujours pas ouvert. Honte à moi. Toujours dans les classiques, j'ai très envie de lire les lettres entre Alfred de Musset et George Sand. J'ai envie de découvrir leur histoire, que je connais seulement par la culture en fait qu'on en a, mais que je n'ai jamais découverte par leurs mots. Et c'est quelque chose de ce que j'ai très envie de faire. Et celui-ci aussi, j'aurais pu vous l'ajouter d'ailleurs, de Christine Orban. Quel effet bizarre faites-vous sur mon cœur? Je crois que c'est sur l'histoire d'amour entre Joséphine et Napoléon, si je me trompe pas. Eh bien oui, tout à fait, c'est ça. Ce sont deux ouvrages qu'avait présenté Perceline dans ses plus beaux romans d'amour, si je me souviens bien, et que j'avais acheté sur cette vidéo. Et du coup, écoutez, tous les deux, il faut absolument que je les découvre. On va remettre celui-ci juste là. Mais oui, j'aurais dû m'inclure dans ma pile à lire, j'y ai même pas pensé. Ensuite, j'ai envie de découvrir un peu de littérature japonaise. Bien entendu, j'ai envie de découvrir Murakami, très grand romancier japonais. Une de mes anciennes collègues qui est professeure de maths, qui me l'a conseillé parce qu'on partage toutes les deux le même amour passionnel, j'ai envie de dire, pour Romain Gary. Et c'est elle qui m'a dit, il faut absolument que tu lises Murakami, je suis sûre que ça pourrait te plaire. Et comme c'est quelqu'un qui a beaucoup de culture, beaucoup de finesse, je pense que je peux lui faire confiance. Elle m'avait donné plusieurs titres, dont celui-ci, et c'est celui-ci que j'ai trouvé, donc voilà, j'ai pris Les Amants de Spoutnik. Je vais vous lire la 4e de couverture. K est amoureux de Sumire. Mais celle-ci n'a que 2 passions. La littérature et Mu, une mystérieuse femme mariée. Au sein de ce triangle amoureux, chaque amant est un satellite autonome et triste, et gravite sur l'orbite de la solitude. Jusqu'au jour où Sumire disparaît. Les Amants de Spoutnik basculent alors dans une atmosphère proprement fantastique, où l'extrême concision de Murakami cisèle de façon toujours plus profonde le mystère insondable de l'amour. je crois que c'est tout indiqué pour moi en fait, cette lecture. Quand on lit juste là, comme ça, la 4e de couverture, je comprends pourquoi elle me l'a conseillé. J'ai envie de découvrir Neige Printemps. Alors là, j'ai que le 1er tome, de Yukio Mishima. Je suis désolée si depuis tout à l'heure j'écorche les noms, j'espère pas. Mais celui-ci aussi, je crois que c'est une histoire d'amour. Ça sent l'amour impossible et ça a l'air tout désigné pour moi. Ensuite, toujours, je crois que c'est le dernier, oui, roman japonais, Le fusil de chasse, chez Stock. Chez Stock, j'ai lu dernièrement un ouvrage qu'il faudra que je vous mentionne parce que c'est un des plus bels ouvrages que j'ai lu pour le moment. Pareil, c'est une histoire d'amour. L'histoire d'une liaison, source de passion, de rupture et de mort.
racontée à travers 3 lettres inoubliables dans un style glacé et brûlant, qui fait de ce court roman un chef-d'œuvre universel. Ça crée mon nom, ça, vous ne trouvez pas? Ça a l'air tout désigné pour la demoiselle au pivoine. Celui-ci est annoté. J'adore. Vous voyez, il y a des... Enfin, non, pas des annotations, juste des phrases soulignées. Ah, il est un peu abîmé, d'ailleurs ça j'aime pas trop, mais bon, tant pis. Je crois que ça parle du rôle d'une histoire d'amour et du rôle des femmes en Algérie. Même sans savoir ce dont il s'agit, si Perceline dit « c'est une histoire d'amour absolument magnifique et quelque chose qui me transporte », j'achète. D'ailleurs, à propos de romans annotés, je vous ai pas montré, mais j'avais adoré quand j'ai reçu mon ouvrage sur les lettres de Georges Sand et de Musset. Il y avait dedans un petit mot d'amour avec une annotation. Alors, j'adore avoir ce genre de choses dans un ouvrage que j'achète d'occasion. En revanche, je trouve ça très triste parce que je me dis que si la personne a revendu le livre, c'est que malheureusement son histoire d'amour n'a pas duré. Donc, bon, tant pis, c'est malheureusement les choses de la vie. Mais j'aime beaucoup ce petit genre. Vous voyez, on sent que le livre a une vie, a déjà une histoire et il vous est transmis pour poursuivre en fait cette vie et faire un bout de voyage avec vous. J'adore. Ensuite, celui-ci était au programme du club de lecture Barocco Podcast. Je crois que c'est un petit peu comme une sorte de conte de mémoire, avec pas mal d'humour si je me souviens bien. On va découvrir la 4e de couverture ensemble. Mal aimé, méprisé, mais bien décidé à forcer son destin, le jeune et délicat Lucien Minor, dit Lucie, quitte sans regret sa bourgade natale pour aller prendre l'improbable poste de sous-majordome au château von Ox, lugubre forteresse sise au cœur d'un massif alpin. Très peu sollicitée, Lucie a tout le loisir de découvrir que ces lieux inquiétants, en apparence inhabités, recèlent les plus noirs secrets et de faire la connaissance d'une population locale haute en couleurs. Voleurs invétérés, fous alliés, aristocrates dépravés, mais surtout Clara, dont il tombe à ses risques et périls, éperdument amoureux. Commence alors un conte grinçant, dont les protagonistes incarnent une étrange humanité toute pétrie de mensonges, de désirs malins et de perversité. Après le succès des Frères Sister, le talentueux Patrick DeWitt nous offre une comédie de mœurs des plus noires, une aventure électrisante entre dérision, fantaisie et cruauté. Ceci a l'air fort intéressant, n'est-ce pas? Avant qu'on attaque tout ce qui est polar, parce que c'est là où il y en a le plus, polar, thriller, etc., roman noir, vous savez qu'il y a quelque chose qui me touche particulièrement, c'est tout ce qui a trait à l'inceste, à la pédophilie également. Ce sont des questions qui m'émeuvent facilement et sur lesquelles j'ai besoin de travailler. J'avais lu, pendant le confinement, j'avais réussi à finir Lolita de Nabokov, dont je vous avais fait une revue sur Instagram, une chronique. Ça avait été une lecture très difficile pour moi, mais très thérapeutique en même temps. Et j'ai envie de poursuivre un peu dans ce genre de lecture, même si c'est à chaque fois une épreuve. Mais je pense que c'est des choses qu'il faut lire, clairement. Même si on n'est pas touché. Et j'ai envie de dire encore plus si on n'est pas touché par ce genre de choses. Parce que les gens ont tendance, j'ai remarqué, à ne pas vouloir entendre parler de ça, à se cloisonner, se boucher les oreilles un peu. C'est un mal qui touche et ravage nos sociétés, malheureusement. Donc voilà, bref. Sur ce thème, j'ai 4 livres dans ma pile à lire. Il faut d'ailleurs que j'achète aussi celui de Camille Kouchner, qui a fait grand bruit quand il est sorti. J'ai envie de lire Le Pêche d'Emma Glass. Celui-ci, c'est Lorraine qui en avait parlé. Il est arrivé quelque chose à la jeune Pêche, du sang coulant entre ses cuisses. Ça lui fait mal de marcher, mais elle parvient à rentrer à la maison en titubant, où le cauchemar continue avec ses parents, qui ne semblent ne s'apercevoir de rien. Seule ou presque, elle va devoir vivre avec un corps meurtri qui change de façon inquiétante. Hantée par son agresseur. Voilà, avec la 4e de couverture, je trouve ça glace. J'avais commencé d'ailleurs un peu cette lecture thérapie par Une fille facile, qui n'est pas question d'inceste ou de pédophilie ici, mais de viol, hein, clairement. Très très bonne lecture, pareil, je vous en avais fait une chronique sur Instagram que je vous invite à aller voir. Ensuite, vous avez tous entendu parler de l'affaire Dutroux. Moi, je sais que quand j'étais petite, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup, beaucoup marqué. Je pense que ma mère avait été touchée par cette histoire et que du coup, j'avais moi-même été choquée par ça. Du coup, j'ai envie de lire l'ouvrage d'une des victimes en fait de Dutroux, Sabine Dardenne. Donc l'ouvrage, j'avais 12 ans, j'ai pris mon vélo et je suis partie à l'école.
Les points de suspension, je ne sais pas vous, mais moi je les trouve glaçants, ça me donne des frissons. 28 mai 1996. Sabine Dardenne, 12 ans, est enlevée par Marc Dutroux sur le chemin de l'école. Ce monstre a déjà tué 4 enfants. Ce que va subir Sabine Dardenne est effroyable. Pourtant, après 24 jours d'horreur, elle va être sauvée de la mort dans des circonstances extraordinaires. Sabrine Dardenne a attendu 8 ans pour nous raconter ce qu'elle a subi. Je suis l'une des rares survivantes qui ait eu la chance d'échapper à ce genre d'assassin. Ce récit m'était nécessaire, et si j'ai eu le courage de reconstituer ce calvaire, c'est avant tout pour qu'un juge ne relâche plus les pédophiles à la moitié de leur peine, pour, entre guillemets, bonne conduite, et sans autre forme de précaution. Un témoignage exceptionnel pour que la voix des victimes soit enfin entendue et que cesse la fascination pour les monstres. Vous voyez, j'ai la gorge qui se serre, c'est quelque chose qui me bouleverse. La dernière phrase, que cesse la fascination pour les monstres. Mon Dieu, comme je suis d'accord. Ça fait un moment pareil que je l'ai dans ma pile à lire, que j'ai pas encore eu le courage de lire, mais je sais qu'il faut que je le lise. Un autre roman qui a fait grand bruit à sa sortie, bien évidemment parce qu'il touche à une figure littéraire, Monsieur Matzneff. Vous savez donc de qui je parle, Le consentement de Vanessa Springora. J'ai été très choquée de commentaires que j'ai lus au sujet de Vanessa Springora, de certaines personnes qui considèrent que parce qu'elle était adolescente, préadolescente, elle savait ce qu'elle faisait. Non, je vous assure que dans une victime est sous emprise. Il faut se documenter sur ce genre de thème et se rendre compte que les choses ne sont pas si simples que ça. C'est beaucoup plus compliqué et que même à 15 ans, on reste un enfant sur ce point de vue-là. On est facilement manipulé. Bref, du coup, j'ai très très envie de lire le roman de Vanessa Springora, qui a l'air glaçant. Et ce qui m'effraie encore plus, c'est que ça choque autant parce que ça touche à la sphère, à l'intelligentsia parisienne, culturelle, et que ça met des années à sortir, et que des gens ont défendu ce genre de personnes au nom d'une liberté sexuelle, certains comme Sartre, Beauvoir. C'est quelque chose qui, moi, 2022, me choque profondément et me révulse, me répugne même. Il faut s'instruire sur ce genre de thème. Si vous n'êtes pas touché, renseignez-vous, lisez ce genre de bouquin. Le dernier, je l'ai mis pour la fin parce que c'est, je pense, celui qui sera le plus dur pour moi. J'en ai entendu en fait un extrait dans une émission que je vous mettrai en barre d'infos, qui m'a fait comme un coup de poing. C'était d'une violence extrême. Il s'agit d'Inceste de Virginie Talmont. J'ai parcouru, vous voyez, quelques pages par-ci par-là. C'est quelque chose qui est très puissant, très poignant. L'écriture a l'air très incisive. Je dois le lire, cet ouvrage, je dois le lire. Je ne sais pas quand, mais il faut que je le fasse. Écoutez, on va revenir à des choses un peu plus légères. On va parler un peu de thriller, de polar, pour finir un peu cette vidéo sur une note un peu moins lourde que celle-ci. Et puis on va poursuivre donc avec les thrillers, les polars. Où là, j'attends vivement vos recommandations et vos conseils, vraiment. On va commencer par un livre que j'ai trouvé dans ma boîte à livres. À savoir que moi, quand je fais le tri, j'ai arrêté de vendre mes livres parce que j'en tire quoi, 2 €. Je perds du temps à me déplacer à la poste et tout. Enfin, pour 2 €, je trouve que ça vaut pas le coup. Je préfère le déposer à la boîte à livres. Comme ça plaît à quelqu'un. Et moi, en même temps, quand je vois des livres dans la boîte à livres qui me plaisent, je les prends. C'est un échange et j'adore ce concept. Mais bref, ce livre, il s'agit du 12e chapitre de Jérôme Loubry. Je ne connaissais absolument pas l'auteur, ni le livre, mais il m'a appelé. La couverture, le titre, la 4e que je vais vous lire m'ont moins interpellé. Été 1986. David et Samuel ont 12 ans. Comme chaque année, ils séjournent en Vendée, au bord de l'océan, dans le centre de vacances appartenant à Vermont Sidérurgie, l'employeur de leurs parents. Ils font la connaissance de Julie, une fille de leur âge, et les 3 enfants deviennent inséparables. Mais une ombre plane sur la station balnéaire, et les adultes se font secrets taciturnes. Puis alors que la semaine se termine, Julie disparaît. 30 ans plus tard, David est devenu écrivain, Samuel est son éditeur. Depuis le drame, ils n'ont jamais reparlé de Julie. Un jour, chacun reçoit une enveloppe. À l'intérieur, un manuscrit énigmatique relate les événements de cet été tragique, apportant un tout nouvel éclairage sur l'affaire. Écoutez, rien là que de lire la 4e de couverture, j'ai envie d'arrêter la vidéo et de m'y attaquer directement. J'adore quand il y a des retours en arrière comme ceci. Sans le savoir, je m'en souvenais pas, j'ai acheté le nouveau polar écrit par cet auteur. Il s'agit donc là des réfugiés. Installée en Normandie depuis peu, Sandrine est priée d'aller vider la maison de sa grand-mère, une originale qui vivait seule sur une île minuscule, pas très loin de la côte. Lorsqu'elle débarque sur cette terre grise et froide,
Sandrine découvre une poignée d'habitants, âgés, organisés en quasi-autarcie. Tous décrivent la défunte comme une personne charmante, loin de l'image de sa petite fille que sa petite fille en a. Cependant, l'atmosphère est étrange. En quelques heures, la jeune femme se rend compte que les habitants cachent un secret. Quelque chose ou quelqu'un les terrifie. Pourtant, aucun d'entre eux ne quitte jamais l'île. Pourquoi ? Et qu'est-il arrivé aux enfants du camp de vacances précipitamment fermé en 1949 ? On découvrira ça, même si à la première lecture, celui-ci m'interpelle davantage. On va passer sur un livre primé. Il s'agit du prix Quai des Orfèvres 2022. La Muse Rouge de Véronique de Haas, que je ne connaissais pas du tout. Et en fait, la couverture m'a interpellé, l'aspect historique, polar historique, m'a beaucoup intriguée. Paris 1920. À son retour des tranchées, Victor Desange, ancien de la Mondaine, intègre la brigade criminelle. L'ambiance à la capitale est électrique. Entre grèves à répétition et affrontements entre communistes et anarchistes d'un côté et royalistes de l'Action française de l'autre. Des clandestins de l'international affluent de partout, tandis que les empires coloniaux se fissurent. Dans un tel contexte, les meurtres successifs de plusieurs prostituées peinent à apparaître comme des affaires prioritaires. Jusqu'à ce que ce soit non plus une belle de nuit, mais un client, représentant officiel de la République de Chine, qui trouve la mort dans une maison close. Chargé de l'enquête, Victor tente de démêler un écheveau qui le mènera d'une colonie pénitentiaire pour enfants en Bretagne à l'attaque d'un convoi d'or au Maroc, dont ni les coupables ni le butin n'ont jamais été retrouvés. J'ai l'impression un peu d'un roman un peu Jack l'Éventreur, mais qui est en fait sur un fond politique, géopolitique, au sortir de la guerre de 1914-1918. Ça m'intrigue beaucoup. J'aime beaucoup un peu les romans de police à papa, comme on dit. Et celui-ci a l'air vraiment pas mal. Ensuite, Serre-moi fort de Claire Favant. Cela pourrait être un appel au secours désespéré. Du jeune Nick d'abord. Marqué par la disparition inexpliquée de sa sœur, il est contraint de vivre dans un foyer brisé par l'incertitude et l'absence. Obsédé par leur quête de vérité, ses parents sont sur les traces de l'origamiste, un tueur en série qui sévit depuis des années en toute impunité. Du lieutenant Adam Gibson ensuite, chargé de diriger l'enquête sur la découverte d'un effroyable charnier dans l'Alabama, il doit rendre leur identité à chacune des femmes assassinées pour espérer remonter la piste du tueur. Mais Adam prend le risque de trop, celui qui va inverser le sens de la traque. Commence alors entre le policier et le meurtrier un affrontement psychologique d'une rare violence. Livre mis en avant par Olivier Norek, auteur du fameux Code 93. Voilà pour Serre-moi fort de Claire Favant. Ensuite, un autre ouvrage, le titre clairement m'a appelé, vous allez comprendre pourquoi. Un contexte historique encore une fois, un côté un peu Jack l'Éventreur, j'ai un peu une obsession pour ça, vous voyez, les romans 19e siècle, polar du 19e, me fait envie. Ce genre d'atmosphère m'intrigue. Je pense que c'est le côté Sherlock Holmes, voilà. Il s'agit donc de La mort d'une sirène, avec une référence à la petite sirène, qui clairement, ça m'a tapé dans l'œil, il faut être honnête. Je suis pas sensible à la beauté des couvertures, mais ce genre de petite référence, un titre un peu tape à l'œil, clairement je succombe. Danemark 1834. Le corps mutilé d'une jeune prostituée, qu'est-ce que je vous disais, Jack l'Éventreur, est retrouvé dans le port de Copenhague. Et en plus, on va à Copenhague. La sœur de la victime désigne immédiatement le tueur, Hans Christian Andersen, jeune écrivain qu'elle a vu quitter le bordel la veille. Convaincue de sa culpabilité, la police le jette en cellule dans l'attente de son exécution programmée. Mais grâce à ses relations, Hans Christian obtient d'être libéré pour 3 jours. 3 jours qu'il va alors consacrer à démasquer le véritable meurtrier avant que sonne l'heure de sa propre mort. Ou qu'il ne parvienne à en tirer son futur chef-d'œuvre, La petite sirène. Ça a l'air terrible. Je sais pas du tout si ça va l'être, mais on va voir. Je suis une grande amoureuse de la littérature de Daphné du Maurier, que j'ai découverte grâce à Rebecca, bien entendu, et ça a été une vraie claque. Vraiment, j'ai adoré. Et en fait, la couverture de cet ouvrage, clairement je vous dis que je suis pas attirée par les couvertures, mais là, la couverture m'a fait penser à du Daphné du Maurier. Bref, je me contredis moi-même, c'est pas grave. Il s'agit de L'île des chasseurs d'oiseaux de Peter May, et vous voyez clairement, je trouve qu'on pourrait être presque à Manderley. Marquée par la mauvaisance de son fils unique,
L'inspecteur Finn MacLeod est envoyé sur son île natale de Lewis car un meurtre vient d'y être commis, selon la même mise en scène que celui sur lequel il enquête à Édimbourg. La tempétueuse île de Lewis, au nord de l'Écosse, semble sortie d'un autre temps. On se chauffe à la tourbe, on pratique le sabbat chrétien, on parle la langue gaélique. D'autres traditions particulières y perdurent, comme cette expédition organisée chaque été qui conduit un groupe d'hommes sur l'îlot rocheux inhospitalier d'Ansger, désolé pour la prononciation, où il tue des milliers d'oiseaux, nicheurs destinés à la consommation. 18 ans auparavant, Finn a participé à ce périlleux voyage initiatique. Il a ensuite quitté l'île et n'y est jamais revenu. Retourné là-bas, c'est retrouver un ami d'enfance, un premier amour, quelques camarades d'école de sinistre mémoire. C'est surtout prendre le risque de laisser surgir les souvenirs, de découvrir à quel point on n'a rien oublié. Un roman sombre et tourmenté, au suspense inexorable, plongé dans une atmosphère brumeuse qui doit autant au décor naturel qu'à l'âme des personnages. Ça a l'air fascinant. Je pense que je vais passer un bon moment de lecture avec ça. Vous avez vu qu'il y a une certaine colorimétrie, du rouge et du noir clairement. Et pour finir, celui-ci m'avait été recommandé donc par un libraire à Strasbourg, c'est le Grand Prix de l'Imaginaire de 1996. Le libraire m'en avait parlé à Strasbourg, mais il n'avait pas l'ouvrage avec lui. Mais j'avais noté la référence et donc je l'ai commandé à ma librairie. Le libraire, quand il a su quel livre je voulais, il m'avait dit oh, vous le connaissez et tout. Enfin, je dis non, c'est un confrère qui m'en a parlé. Il m'avait dit vous allez voir, ce livre va vous retourner le cerveau. J'ai jamais lu rien de tel. C'est un petit peu déjà ce que me disait le libraire à Strasbourg. Donc écoutez, j'ai très hâte de découvrir ceci. C'est une petite brique tout de même. Et il s'agit des Racines du mal de Maurice G. Dantec. Je l'ai gardé par la fin parce que justement, il a l'air vraiment perturbant et j'ai très hâte de le découvrir. Bon, ici la Gwen du futur. Au moment où je m'apprêtais à ranger mes livres, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous en mentionner 2. Donc on va pas finir sur Maurice G. Dantec, mais sur 2 autres. On va continuer dans ma folie un peu des atmosphères façon Jack l'Éventreur. J'ai très envie de lire L'écorcheur de Londres de Paul Doherty. Clairement, c'est Jack l'Éventreur, ça on est d'accord, n'est-ce pas? Toujours chez 10-18. Pendant le rude hiver de 1381, la mort trace son sillon dans les rues glacées de Londres. Les prostituées de la ville sont les proies d'un assassin silencieux et mortel qui écorche et collectionne les peaux de ses victimes. Dans le même temps, l'abbaye de Westminster, qui abrite la pierre sacrée de Scone, est en proie à une série d'empoisonnements. Y aurait-il un lien entre les morts violentes et la pierre que la couronne anglaise chérit comme symbole de sa domination de l'Écosse? Au final, je vais me retrouver au Moyen-Âge, mais pourquoi pas, ça va me changer, c'est bien, tant mieux. Et le dernier ouvrage s'agit de Bloc 46 de John August Towson Falkenberg. Le commissaire Bergstrom découvre le cadavre affreusement mutilé d'une femme. Londres. Profileuse de renom, Emily Roy enquête sur une série de meurtres d'enfants. Les corps présentent les mêmes blessures que la victime suédoise. Trachée sectionnée, yeux énuclés, et un mystérieux grec gravé sur le bras. Étrange serial killer qui change de temps, de lieu de chasse et de type de proie. En Suède, Emily retrouve Alexis Castells, écrivain spécialisé sur les tueurs en série. Ensemble, elles se lancent dans une traque qui va les conduire jusqu'aux atrocités du camp de Buchenwald en 1944. Voilà, tout un programme. Donc écoutez, on en a fini pour cette très longue pile à lire. Je me rends compte que ça a été beaucoup plus long que ce que je prévoyais. Comme je vous disais en introduction, j'ai hâte de voir vous, quelles sont vos impressions. Je vous souhaite de passer une très bonne journée littéraire cette fois-ci et non parfumée. Mes chers lecteurs parfumés, et à très bientôt.